Bienvenue à cette capsule sur la mesure de l'impact social. Vous allez voir que c'est quand même une capsule assez importante si vous allez travailler en organisation sociale ou même organisation en entreprise traditionnelle avec une orientation sociale. La mesure, c'est vraiment quelque chose qui peut être assez complexe. Alors, on va prendre le temps de regarder certains enjeux, les thèmes abordés, mais il y a deux thèmes. OK? Alors, la mesure de l'impact et aussi les indicateurs de performance. Alors, si je vous dis ma vie est mon message, c'est quand même très inspirant. C'est vraiment intéressant de parler de manière inspirante pour aller vraiment, premièrement, cibler les bonnes personnes, aller rassembler les gens, puis aller aussi marquer l'imaginaire pour que les gens comprennent bien notre message. Mais quand on va aller essayer de convaincre des gens d'investir dans notre projet plutôt qu'un autre projet, souvent, on va nous demander des choses un petit peu plus précises. Alors, c'est là que vient le défi, OK? De, par exemple, quantifier la vie de quelqu'un ou des projets très complexes qui sont sur des années ou sur des décennies. Alors, voilà l'enjeu de la quantification de la mesure de l'impact social qui peut être assez complexe. Alors, on va commencer par l'impact social. Alors, premièrement, c'est comprendre les défis qui est alentour de la mesure de l'impact social. Puis ensuite, il y a définir les indicateurs. Alors, ça, c'est en deux temps. Pour ce qui est de la mesure de l'impact, en fait, ça sert à déterminer ou évaluer notre contribution en tant qu'organisation dans notre communauté. Mais ça peut être un phénomène qui est plutôt complexe à quantifier ou à observer ou à évaluer, tout dépendant de l'organisation dans laquelle on opère. Puis aussi, c'est aussi difficile de voir où notre impact commence et où il arrête. Ce n'est pas vraiment défini. Puis aussi, où l'impact de nos collaborateurs, les autres organisations commencent et où elles terminent. C'est la même chose que pour l'environnement. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la frontière entre le Canada et les États-Unis que tout d'un coup, la pollution arrête à la frontière. Il y a des phénomènes qui n'arrêtent pas aux frontières, puis qui n'arrêtent pas aux frontières d'une ville, qui n'arrêtent pas aux frontières d'une communauté, qui n'arrêtent pas à la porte. Alors, ça peut être assez difficile à quantifier. Alors, l'idéal, c'est de faire de notre mieux, puis aussi d'être réaliste, d'être optimiste, réaliste, mais aussi d'être raisonnable, puis de pouvoir toujours justifier, OK? Mais sans être trop humble non plus, OK? Alors, si on est trop humble, c'est là qu'on risque d'avoir des problèmes dans notre financement. Alors, il faut savoir qu'on a un bel impact, il faut savoir aller chercher nos chiffres, mais aussi il faut quand même être raisonnable puis pouvoir justifier comment on a défini nos mesures. Alors, dans le fond, c'est un petit modèle qui commence par, dans le fond, vous, en tant qu'organisation, vous avez des intrants, vous avez des ressources que vous utilisez, que ce soit les compétences, l'expertise, la nourriture, des dons, de l'argent, des activités. Vous transformez ces ressources, ces intrants, à travers des activités pour générer une valeur et atteindre les objectifs que vous aurez identifiés. Alors ça, c'est la zone d'administration. Alors, vous utilisez des intrants pour générer des activités, des processus qui vont éventuellement créer une valeur pour votre communauté. Alors, la zone des résultats, c'est la zone des extrants. Alors, la zone des extrants, c'est la zone qui est vraiment plus directe, qui est relativement plus facile à calculer. C'est la zone où on a des extrants qui sont externes à l'organisation, puis des extrants qui sont internes à l'organisation. Alors, cette contribution-là, elle est limitée plus aux frontières organisationnelles. Alors, ça, c'est la contribution qui est beaucoup plus
facilement observables. Après ça, on va essayer d'aller regarder après la frontière organisationnelle les résultats qui sont moins facilement observables. Alors, des intrants internes, c'est par exemple, on a créé tel nombre d'emplois. Regardez par exemple le cas de la maison d'entraide. Ils utilisent, même s'il y a certaines failles dans leur programme, le bénévolat pour l'intervention à l'insertion en emploi. OK? Alors, ça, c'est des extrants internes. OK? Alors, c'est certains impacts qu'ils ont à l'interne de l'organisation. Puis après ça, certains extrants externes, c'est des résultats qui sont beaucoup plus directs, que l'on peut manifester beaucoup plus directement, qui sont à l'extérieur de l'organisation. Par exemple, l'intégration de nouvelles personnes, OK, puis on peut plus facilement les mesurer. Alors, dans la zone de gestion des résultats, on a les extrants qui sont beaucoup plus directs. Puis après ça, c'est de mesurer avec les données qu'on a accessibles, puis les données qu'on peut se donner de l'accessibilité à long terme. C'est la portée intermédiaire. OK? Alors, c'est aussi tous les résultats indirects de notre impact social. C'est là que ça devient un peu plus complexe, OK, à mesurer. Puis, il faut se donner les outils, il faut planifier en conséquence pour pouvoir mesurer ces impacts-là. Il faut prévoir le genre d'impact qu'on veut avoir. Alors, ça prend un peu de planification, puis ça, souvent, ça peut manquer. Puis c'est ça qui peut aussi créer une difficulté au niveau du financement. OK, alors, par exemple, en anglais, le modèle où on voit données accessibles, ça s'appelle le Data Horizon. Alors, c'est voir, dans le fond, le type de données qu'on pourrait voir accessibles. Puis c'est sûr que nos données vont être influencées par d'autres éléments. Par exemple, dans un centre d'aide pour des jeunes à intégrer le monde du travail, c'est sûr qu'on peut calculer le nombre de personnes qui ont obtenu un emploi, un impact direct, un extrant direct. Mais en portée intermédiaire, on pourrait également calculer tous les apprentissages que ces jeunes-là ont eus en termes d'expertise. Okay? Mais c'est sûr que ça va s'entremêler avec d'autres expertises qu'ils auront eues ailleurs. Mais il faut quand même tenir compte de ça. Okay? Alors, il faut définir les indicateurs pour pouvoir mesurer ces résultats indirects. Alors, par exemple, aussi, certains bailleurs de fonds qui vont vous dire ou sous-entendre que pour obtenir certaines bourses ou certaines subventions, il faut modifier votre impact social, direct ou indirect. Puis des fois, on peut sentir un peu mal. Puis des fois, quand on fait une réflexion sur, parce qu'on ne veut pas non plus compromettre la qualité de nos programmes pour augmenter, par exemple, on ne veut pas nécessairement réduire la qualité ou l'intervention sur les personnes, sur les individus, pour augmenter nécessairement la quantité, bien qu'on aimerait augmenter la quantité, mais sans nécessairement nuire à l'intervention. Par contre, ça se peut que ça nous fasse réfléchir à de nouvelles méthodes de travail. Peut-être qu'on peut rallier d'autres parties prenantes pour nous aider. Peut-être qu'on peut revoir notre impact indirect qu'on n'a pas bien vu. Alors, il y a différentes choses à revoir avant de se dire en confrontation avec, par exemple, une subvention potentielle. Ça m'est arrivé dans le passé que un bailleur de fonds a dit, il faudrait que tu augmentes le nombre de bénéficiaires possibles de 25 à 60 pour ce programme-là pour que potentiellement ça soit accepté. Puis, j'étais quand même offusquée sur le moment parce que je ne voulais pas compromettre la qualité de l'approche. Mais en regardant, j'ai dit, bon, est-ce qu'il y a une façon, en innovant, de ne pas compromettre l'intervention, mais d'aller de l'avant, puis en innovant, puis en regardant d'autres façons de faire qu'on a fait dans le passé,
Mais on est arrivé à un compromis. Okay? Alors, on n'a pas arrivé à 60, mais on a augmenté. Alors, on a quand même augmenté à, je pense que c'était à 35, alors c'est quand même, puis on a augmenté l'impact indirect. OK? Alors, ça veut dire que des fois, ça nous pousse à aller un petit peu plus loin qu'on aurait cru. Alors, au-delà de la portée des données accessibles à la portée directe et indirecte des activités, mais l'impact social il est vraiment entremêlé avec d'autres organisations. Okay, alors, on ne peut pas dire notre impact s'arrête ici à la porte de notre communauté, puis l'impact du Y, par exemple, commence à la rue, à la prochaine rue, et s'arrête au coin, au stop. Ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est vraiment entremêlé. Mais ce n'est pas grave. Okay, il faut quand même s'assurer d'avoir les données pour calculer notre impact social en sachant que c'est sûr qu'il y a d'autres organisations, il y a d'autres aspects qui vont venir jouer un rôle de support ou de contrainte. Et les extras organisationnels, c'est sûr qu'ils peuvent différer, OK, de ce qui était attendu ou désiré. Des fois, ce n'est pas exactement ce qu'on avait attendu. Des fois, c'est mieux. Des fois, il y a des choses qu'on n'avait pas crues, alors il faut les mesurer. Puis, il faut en rendre compte. Puis, des fois, il y a des choses qui étaient indésirées, puis c'est pas très... il y avait des aspects négatifs, il faut en rendre compte également pour pouvoir être transparent dans notre approche puis s'assurer que le financement va revenir. Et en s'éloignant des frontières organisationnelles, des données directement accessibles, l'organisation passe au niveau de l'impact souhaité. Parce qu'éventuellement, on veut vraiment avoir un impact plus durable dans la société. Alors, ça s'appelle le Realm of Cherished Theory. Alors, on espère avoir des résultats durables, désirés, puis alors, voir vraiment des liens entre les actions. Et les résultats, par exemple, c'est plus incertain, c'est plus difficile de voir des liens directs, mais on peut voir une tendance d'amélioration dans notre communauté. Alors, on peut aller voir des statistiques, par exemple, puis suivre des statistiques sur le long terme pour regarder. C'est sûr que le lien direct est plus difficilement fait, mais si on a gardé des bonnes statistiques qui étaient plus proches de notre organisation, c'est plus facile de supporter ces liens qui sont plus indirects. Alors, ça, c'est vraiment le modèle, OK? Alors, votre zone d'administration, input et activité. Après, vous avez les extrants avec la portée intermédiaire des résultats. OK? Alors, vous avez les résultats directs qui sont internes et externes. Puis, vous avez les résultats qui sont plus indirects. Puis après ça, vous avez vraiment la portée des résultats qui est plutôt à long terme, l'impact souhaité dans votre communauté, que là, les résultats seraient peut-être plus indirects. Alors, si vous n'avez pas fait une bonne mesure des impacts qui sont plutôt directs, indirects, plus proches de vous, ça va être plus dur de voir vraiment un lien avec l'impact que vous avez eu dans votre communauté. Alors, la démarche pour avoir vraiment des bons objectifs et des bonnes mesures, c'est d'avoir des mesures en lien avec des objectifs. Alors, vous établissez vos objectifs, comme pour la stratégie. Alors, éventuellement, on va le voir aussi pour la gestion de projet. Alors, vous dites, bien, premièrement, ce programme, cette activité, c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est fait par qui? OK, alors, vous identifiez les dimensions qui vont être à contrôler. OK, alors, les dimensions, dans le fond, c'est les grands axes de développement de votre activité. Est-ce que, par exemple, c'est la formation, l'intégration, le développement économique, l'environnement, par exemple, OK, alors il peut y avoir plusieurs aspects. Tant mieux s'il y a plusieurs aspects. Le plus d'éléments qu'il pourrait avoir, le mieux c'est. Tout dépendant des axes de financement que vous regardez, parce qu'il y a des fondations qui misent sur un axe de développement particulier. OK? Puis il y a des fondations aussi qui misent, par exemple, sur des groupes de personnes, de bénéficiaires en particulier. Alors, tout dépendant de vos objectifs. Après ça, vous pouvez viser les bonnes fondations.
Alors, définir les indicateurs après. OK? Alors là, vous avez, par exemple, vos axes, vos grands axes de ce que vous voulez travailler, mais vous allez définir des indicateurs qui vont soit être directement ou indirectement liés aux axes de développement. OK? Alors, parfois, ce n'est pas directement lié et à ce moment-là, vous avez besoin de plusieurs indicateurs pour regarder différents angles autour de cet axe de développement-là pour pouvoir établir des paramètres pour regarder comment cet axe de développement-là progresse au cours du temps. OK? Alors, par exemple, pour reprendre l'exemple de formation, alors pour l'intégration à l'emploi des jeunes, par exemple. Alors, les jeunes qui n'auraient pas eu un emploi, mais ils ont quand même une formation. Alors, comment on va, par exemple, définir les indicateurs pour la formation que ces jeunes-là auraient reçue? Alors, c'est quand même plus difficile. Alors, ça serait des indicateurs beaucoup plus indirects, mais potentiellement un nombre d'indicateurs. Alors, premièrement, ça pourrait être, premièrement, s'ils sont venus, s'ils ont participé, s'ils ont apprécié, s'il y a un questionnaire pour voir à quel point ils ont compris ce qu'on leur a donné. Alors, il y a plusieurs types. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Alors, vous pouvez avoir différents. Vous pouvez aussi avoir il y a des mesures de contrôle qui sont faites de avant et après, ou avant, pendant et après. Quand on ne peut pas avoir des indicateurs directs, on peut faire des mesures de avant, faire un petit questionnaire pour dire, bon, voici l'état des choses pour ces participants-là avant les formations. Voici ce qui se passe pendant, puis voici ce qui se passe après. Alors, ça nous donne une mesure même pour les personnes qui n'auraient pas eu d'emploi. Alors, est-ce que l'outil mesure ou évalue suffisamment les efforts et les activités? Est-ce qu'il nous fournit l'information nécessaire? Puis, il faut planifier quel genre d'information on va avoir besoin parce que pendant qu'on est en train de faire l'activité, souvent, il est trop tard pour demander de l'information parce que les participants soit sont déjà en train de faire les activités, soit sont déjà partis, puis là, on court après pour avoir de l'information. Puis après ça, il faut interpréter quel est notre impact. Alors, que nous indiquent les résultats? Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on devrait changer? Puis soyez honnête avec votre démarche, même si, tant mieux s'il y a des choses à changer. OK? Tout n'a pas besoin de tout le temps être parfait. OK? Il faut être honnête avec notre programme. Ce qui est important, c'est que vous avez fait bien les choses, puis que malgré tout, il y a encore des choses à changer, c'est correct, on les change, puis on s'améliore. Ça, c'est l'amélioration continue. C'est bien. Alors, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, pour, dans le fond, les enjeux de l'évaluation, il faut vraiment s'assurer que les objectifs de notre évaluation sont en lien avec les besoins. Alors, l'efficacité, dans le fond, on parle tout le temps d'efficacité de notre programme, c'est que nos objectifs, nos résultats ont atteint les objectifs. Alors, ça, c'est la mesure d'efficacité. Puis, la mesure d'efficience, c'est est-ce qu'on a choisi les bons moyens pour obtenir les résultats. Okay? Alors, c'est la grande différence dans l'évaluation, c'est entre l'efficacité et l'efficience, c'est que l'efficacité, c'est est-ce qu'on a obtenu les résultats escomptés, puis l'efficience, est-ce qu'on a utilisé les bons moyens. Puis l'effectivité, si on va une étape plus loin, ce qui n'est pas dans le PowerPoint, c'est est-ce qu'on a eu la satisfaction des parties prenantes en faisant notre projet. C'est l'étape suivante, en troisième. Alors, petite pause avant de poursuivre. Pourquoi devrait-on mesurer l'impact social? Quels sont les principaux enjeux de la mesure de l'impact social? Et quelle est la démarche pour établir un plan d'évaluation? Alors, vous pouvez y réfléchir, puis on y revient en classe. Alors, partie 2, définir des indicateurs. Alors, premièrement, pour définir des indicateurs, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer. Alors, souvent, on veut mesurer la rentabilité sociale, l'utilité, l'efficacité.
l'efficience, la performance, la pertinence. On veut savoir est-ce qu'on a atteint nos objectifs qu'on s'est établis, OK? Alors, on s'établit des objectifs. Est-ce qu'on les a établis? Alors, il faut utiliser les indicateurs qui vont être le plus proches ou le plus rapprochés pour pouvoir convaincre d'autres personnes que nous à l'interne. Parce que nous, on va avoir le sentiment d'avoir accompli peut-être ou pas, mais il faut aussi convaincre les gens autour de nous. Le SROI, Return on Investment, Social Return on Investment, c'est le retour sur investissement social. C'est une mesure qui a été utilisée, qui peut être critiquée, qui a été critiquée pour mesurer le rendement social. C'est critiqué parce que c'est la capture de la valeur mixte, mais c'est que les philanthropes essaient de voir d'obtenir le plus grand impact social par dollar investi. Ce qui n'est pas nécessairement toujours la meilleure approche parce que souvent, c'est dur de capturer à long terme la valeur sociale. Mais ça ne veut pas dire que parmi toutes les autres mesures que vous mettez de l'avant, ça ne peut pas être utile de savoir ça pour certains de vos bailleurs de fonds. Puis d'avoir ça en tête, OK? Par exemple, quand vous mettez vos indicateurs, quand vous créez vos indicateurs, pensez. Par exemple, la création d'emplois, pensez à la valeur mixte sociale, environnementale, économique. Vous dites, bon, OK, dans la création d'emplois, est-ce que je peux mesurer l'impact social, direct, indirect, l'impact économique de cette création d'emplois, direct, indirect, à court, long terme? Alors, essayez de reconnaître la valeur mixte et la valeur directe et indirecte de chacune des activités. Le plus spécifique vous allez pouvoir être, le plus d'impact vous allez avoir, premièrement, dans votre financement et dans le recrutement et quand vous allez convaincre des partenaires potentiels. Alors, ça, c'est vraiment comment le calcul sur retour sur investissement social. Alors, on essaie de faire une quantification de l'impact social par une analyse coût-bénéfice, mais le plus que vous êtes capable de quantifier des phénomènes peu quantifiables, le plus habile que vous devenez à le faire, mais le plus facile que c'est de convaincre. Alors, les enjeux des indicateurs, c'est que si le lien est faible entre la mission communiquée, alors ce que vous dites que vous faites, la stratégie que vous mettez en place pour le faire, le résultat ou l'impact va être mitigé. Okay? Alors, essayez que vos activités soient pertinentes avec la mission que vous avez établie. Alors, pour un lien qui soit plus fort entre l'impact désiré et le résultat, il faut se concentrer sur des objectifs, des opérations qui sont plus claires. Alors, l'enjeu des indicateurs, on en a parlé, c'est que c'est des phénomènes quand même complexes, qui sont entremêlés, sont difficilement quantifiables. Aussi, il y a plusieurs types d'organisations sociales. Il n'y en a pas une qui est complètement pareille. Alors, les approches pour mesurer, c'est différent, même si, par exemple, on peut mesurer l'impact indirect de la création d'emplois dans plusieurs organisations. Il n'y a pas une organisation qui va le faire, qui va percevoir l'impact indirect complètement de la même façon. Alors, la quantification indirecte de ce phénomène-là ne sera pas perçue de la même façon. Puis, en même temps, dans chacune de ces organisations-là, ce n'est pas toujours la même personne ou le même type de personne qui fait le calcul. Alors, ils ont une logique différente derrière. Dans d'autres types de mesures, par exemple en comptabilité, souvent, c'est un comptable qui va faire les mesures de performance et ils ont un cadre très rigide derrière. Et alors, c'est plus difficile. Ils ont une flexibilité, mais c'est quand même plus difficile. Mais ici, on n'a pas de cadre. Ça peut être quelqu'un en communication, quelqu'un en gestion, ça peut être un bénévole qui fait ces calculs-là. Alors, les approches et les perspectives peuvent varier encore plus. Alors, l'appréciation des modèles d'intervention et des mesures est très individuelle dans ces cas-là. Et les personnes en charge de gérer et contrôler
diffère pour chacune des organisations. Puis, en fait, l'impact social, ce n'est pas un phénomène qui est isolé. On se l'est dit, ça ne finit pas au coin de la rue, puis l'organisation à côté ne commence pas au coin de la rue. Alors, c'est quand même relativement complexe. Il y a une organisation qui s'appelle Impact Reporting and Investment Standards qui a vu le jour. C'est sous le contrôle de Global Impact Investing Network. C'est vraiment des standards qu'on essaie de, qu'ils essaient de aligner la mesure de l'impact social à travers le monde. Dont, par exemple, la mesure de l'investissement responsable. Encore là, le fait que ce n'est pas toujours le même type de personnes qui mesure l'impact social joue un grand rôle. Le fait que les organisations ont des rôles et des structures très différentes, avec des logiques d'interprétation très différentes, joue un rôle dans le manque d'uniformité. Mais quand même, en essayant d'avoir des standards, au moins, ça crée une source d'uniformité et de crédibilité pour comparer les données un peu, parce que au moins, ça crée un standard. Puis, alors, ça a été adopté, en fait. Puis là, beaucoup d'organisations suivent ce standard. Alors, certains conseils pour vous, pour atteindre l'impact, alors, c'est définir un impact désiré, premièrement. C'est quoi qu'on veut faire comme impact? C'est comment qu'on voudrait que les gens se réfèrent à nous dans 10 ans? Quel impact qu'on aimerait qu'il soit associé à nos efforts? Est-ce qu'il y a un lien précis avec la mission ou la vision? Puis, est-ce qu'il y a des résultats précis à générer pour les bénéficiaires? OK, alors, est-ce que ça permet suffisamment de contrôle sur les résultats? Est-ce que les résultats sont mesurables? Puis, assurer la cohérence, OK? Identifier les résultats, les besoins des bénéficiaires clairement, identifier les points de levier les plus importants. Alors, est-ce que on a les ressources, les forces, les parties prenantes, les partenaires pour atteindre ces résultats? Puis faire des liens concrets entre les solutions qu'on a trouvées pour atteindre ces résultats, puis les besoins. OK? Alors, vraiment avoir un plan concret pour s'assurer que tout est en place pour être capable de mesurer l'impact qu'on aura. Alors, les mesures, ça peut être des mesures de qualité, ça peut être des mesures de résultats, ça peut être des mesures d'intrants. Alors, est-ce qu'on a besoin de plus d'intrants, moins d'intrants? OK, alors ça, ils vont vous demander ça des fois, les intrants, le nombre de bénévoles. Puis ça peut faire partie aussi des mesures indirectes. Par exemple, le bénévolat. Par exemple, on vous demandez que certains professionnels, mettons des professionnels experts, vont donner des heures de bénévolat. Puis ça peut faire partie de vos, dans le fond, vos contributions indirectes. OK? Alors, quand on vous demande des mesures, ça se peut que vos intrants fassent partie des mesures qu'on vous demande. Alors, il y a plein de types de mesures qu'on va vous demander. Et aussi, il faut mesurer le long terme et le court terme. Okay? Le court terme, c'est important, oui, parce qu'il faut s'ajuster, mais le long terme, c'est crucial parce que l'impact social, vraiment, là, la portée de notre organisation, ça va se voir seulement à long terme. Il faut s'assurer de la disponibilité de l'information qu'on aura besoin. Et ça, il faut avoir la vision. Hein? Il faut se dire, bon, avec quel type de mesures on peut vraiment regarder la portée globale de notre organisation à long terme. Sur quelles données peut-être démographiques on pourrait regarder ça éventuellement. Et alors, un petit conseil pour établir des indicateurs, essayez d'établir des objectifs SMART. Les objectifs SMART, c'est des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptés et partagés dans l'organisation, qui sont réalistes, OK, et qui ont un temps limite, OK? Alors, ça veut dire que si, par exemple, un objectif, c'est de passer le cours, OK?
Par exemple, notre objectif, c'est de passer le cours. C'est pas très spécifique parce qu'on peut passer le cours avec pas mal de notes. Alors, ça veut dire que si quelqu'un a un 60%, il pourrait être satisfait. Alors, quelque chose de plus spécifique pourrait être pour quelqu'un, le succès, ça pourrait vouloir dire avoir un 90. Pour quelqu'un, ça peut vouloir dire avoir 70. Alors, spécifique, c'est dire, moi, quand je regarde, si j'ai atteint mon objectif, ça veut dire quoi le succès? OK? Alors, par exemple, dans une organisation sociale, il faut être vraiment spécifique sur notre programme. Ça va vouloir dire quoi le succès? OK? Est-ce que, par exemple, créer 30 emplois pour nous, c'est le succès? Ou pour nous, créer 20 emplois, c'est le succès? OK, alors, il faut vraiment être spécifique. Il faut que ça soit mesurable. Il faut que toute l'organisation accepte et il faut que ça soit partagé. Ça veut dire que l'ensemble de l'organisation devrait connaître les objectifs pour y travailler. Ce n'est pas seulement la direction. Parce qu'eux, ils prennent des actions, des décisions tous les jours, l'équipe. Puis s'ils ne connaissent pas les objectifs, bien, ça se peut qu'ils fassent des actions qu'ils ne savent même pas qui vont à l'encontre de l'objectif. Mais s'ils savent que ça, c'est l'objectif, ben ils vont savoir qu'ils passent à côté de la traque, OK, en faisant d'autres choses. Il faut que ce soit réaliste pour que les gens sachent que ça peut s'accomplir. Puis il faut qu'il y ait un temps limite. Parce que si on dit, on va créer 30 emplois en 5 ans ou 30 emplois cette année, ben c'est tout à fait différent. OK? Alors, ça, c'est vraiment très, très, très important comme outil, les objectifs SMART. Alors, dites-vous, est-ce que c'est des mesures convaincantes? OK? Et est-ce que la faisabilité de la quête de données, est-ce que les données sont accessibles? Puis, est-ce que l'interprétation de ces données-là sera réaliste? Alors, avant-dernière petite chose. Alors, pour des bonnes mesures de contrôle, il faut que ça soit bien conçu. Alors, il faut que ça soit bien défini, être bien comprise. Il faut que ça soit connu par tout le monde et mis en place, observable. Il faut que la gestion du rendement soit évidente. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui dérape, il faut qu'il y ait des étapes ou des procédures qui soient mises en place pour essayer de rediriger les processus. Si on voit que quand le rendement n'est pas là, on laisse l'organisation se dérouter, mais il n'y aura pas une culture de rendement dans l'organisation. Alors, le tableau de bord équilibré, vous l'avez vu dans une des lectures, je vous en fais part ici. C'est vraiment un tableau de bord qui tient compte de 4 grandes perspectives dans une organisation. Alors, on regarde les 4 grandes perspectives pour établir nos indicateurs. On regarde ce qu'on doit faire financièrement dans notre organisation. Est-ce qu'on doit, par exemple, aller en expansion? Ça veut dire augmenter notre financement ou réduire nos coûts, par exemple. Est-ce qu'on doit aller en efficacité, réduire nos coûts ou augmenter notre financement? En fonction des besoins clients, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des objectifs clients? Est-ce qu'on doit, par exemple, améliorer notre service? Est-ce qu'on doit augmenter la qualité de nos services? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de nos clients? Ça, c'est des objectifs. Pour desservir le client, est-ce qu'on doit changer nos processus internes? Alors, quels objectifs et indicateurs on va mettre en place pour desservir notre client? Puis, au niveau de l'apprentissage et de la croissance, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'organisation, du capital humain et du capital technologique pour soutenir nos processus internes? Est-ce que, par exemple, on doit accroître la marque employeur, accroître notre légitimité en termes d'organisation? Est-ce qu'on doit faire des formations? Est-ce qu'on doit se doter de logiciels informatiques ou améliorer la performance de nos logiciels? Voilà. Alors, ça, c'est vraiment pourquoi on appelle ça équilibré, c'est que chacun de ces
Ces perspectives-là vont se parler. Alors, quelques petites questions avant de vous quitter. Quelles sont les difficultés dans la définition des indicateurs? Quels sont les éléments à considérer lorsqu'on établit des indicateurs? Et quelles sont les 4 perspectives du tableau de bord équilibré?